je vous propose, puisqu'on a un temps d'échange plutôt à la fin, de poursuivre l'échange par une discussion avec Raphaël Besson. On va s'asseoir. Bienvenue Raphaël. Je vais prendre mon cahier pour prendre des notes. Si tu veux prendre un micro. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël, alors merci beaucoup d'être là. Raphaël Besson, vous êtes urbaniste, vous faites partie du laboratoire CNRS Pacte et vous travaillez depuis 15 ans sur les formes d'urbanisme alternatif, tiers-lieu, urbanisme tactique et notamment commun. Et alors la question que je vous pose, c'est peut-être une réaction à ce travail, à ce processus autour des communs. Voilà, de vous écouter et qu'est-ce que vous voyez comme apport de ce travail par rapport à un état de l'art que vous connaissez bien et peut-être quelles questions ça pose. Donc, merci. Donc, merci en tout cas pour cette invitation et puis sur justement ce rapport sur les communs urbains. Je pense qu'il est plus que utile. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de publications, de productions sur la question des communs. Mais on est toujours sur des choses un peu théoriques, hors sol, assez littéraires. Finalement, on se dit comment est-ce que ces communs peuvent atterrir dans la réalité de l'aménagement, dans la réalité des modèles économiques des aménageurs, des promoteurs, des bailleurs, dans la réalité des modèles opérationnels. Là-dessus, il y a quand même très peu de choses. Et on est très très peu outillés pour à un moment donné faire que ces communs urbains soient effectivement tangibles et réalisables. Donc je pense que ce rapport, de ce point de vue-là, nous dit beaucoup de choses. Alors j'ai noté 2-3 apports qui me semblent vraiment intéressants, du point de vue, en tout cas, de ce que je peux connaître des communs et notamment des communs urbains. D'abord, un point extrêmement intéressant, je trouve, c'est la mise en perspective historique qu'il peut y avoir dans ce rapport. C'est-à-dire qu'on pourrait être un peu tenté de se dire que en fait, la question des communs est une question éminemment contemporaine, au regard notamment de ce que certains auteurs appellent la tragédie des communs, face aux limites du néolibéralisme, à certaines dérives, face aussi à un contexte transitionnel et la nécessité à un moment donné de préserver des ressources rares, et notamment des ressources foncières. Eh bien, on pourrait se dire que les communs, c'est une question éminemment contemporaine et d'actualité, et donc oublier quelque part qu'il y a une longue histoire de ces communs, et notamment de ces communs urbains. Et je trouve ça, c'est très intéressant dans ce rapport, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attention, pas tant de conceptualisation, mais notamment de faire des références, notamment aux communs qu'on a pu connaître dans les territoires plutôt ruraux, mais aussi à s'intéresser sur la manière dont les communs ont pu influencer aussi l'histoire de l'aménagement et l'histoire de l'urbanisme. Donc il y a beaucoup de références de ce point de vue, notamment toutes les références aux utopies socialistes du XIXe siècle, et la manière dont ces utopies ont aussi structuré nos imaginaires aménageurs. On pense notamment aux cités ouvrières, il y a pas mal d'exemples qui vont dans ce sens-là, avec notamment l'aménagement des logements ouvriers qui sont structurés autour d'un certain nombre de communs, déjà, avec l'installation de garderies, de séchoirs et de lavoirs communs. Donc ça, c'est important. Et ces lavoirs collectifs ou municipaux, ils vont être aussi très structurants au début du XXe siècle, dans le cadre des logements populaires, de tous ces aménagements de logements populaires, ou encore de nouveaux quartiers qui seront construits avant et après la Première Guerre mondiale. Donc de ce point de vue, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant. Et en tout cas, il y a beaucoup de choses qui, à un moment donné, font référence à l'histoire finalement de l'aménagement et de l'urbanisme, qui, à un moment donné, a directement fait écho à cette question des communs urbains. Je continue, je déroule, c'est bon ? Peut-être juste dire merci de ce commentaire sur cette réflexion historique qui me paraît aussi extrêmement utile, et dire que donc c'est le travail d'un partenaire qui s'appelle Romain Iliou, qui est à la fois ingénieur, architecte et historien. Et donc voilà, il nous a paru important de faire cette prise de recul pour tout ce que vous venez de dire.
Alors il y a un deuxième point, c'est que eh bien, ce rapport, il nous évite d'appréhender les communs urbains comme quelque part un objet homogène. C'est-à-dire, il rend compte de toute la diversité, toute la complexité en fait, de l'objet même de ces communs urbains. Donc de ce point de vue-là, on se rend compte très vite que les communs urbains ont pour objet des tiers-lieux, des jardins partagés, des salles communautaires, des formes d'habitat participatif, des salles communes, des cuisines partagées, des parkings partagés, et j'en passe. En tout cas, déjà, l'objet des communs urbains, ces objets peuvent être effectivement multiples. Ensuite, je trouve que ce rapport, finalement, il dépasse un peu l'idée que les communs urbains se caractériseraient seulement par leur localisation ou leur concentration dans les villes. Ça nous dit bien autre chose. D'abord, sur le fait que les communs urbains, ils se construisent autour d'une finalité commune, capable de motiver vraiment la coopération entre une diversité d'acteurs. Ça nous dit aussi qu'il y a des constructions de dispositifs participatifs qui permettent d'inclure les usagers, mais aussi d'envisager des formes de co-conception, de co-décision dans le cadre de ces communs urbains. Alors il y a peut-être une spécificité qui n'est pas forcément dite en tant que telle, peut-être que je ne l'ai pas vue, je n'ai pas non plus totalement tout lu très précisément le rapport, mais il y a quand même beaucoup de choses. Il y a peut-être cette spécificité des communs urbains, c'est qu'ils se déploient aussi dans des milieux où certaines ressources sont particulièrement rares et en tension. Donc je pense que ça, c'est une spécificité, avec notamment, on voit bien l'existence de prix du foncier, de l'immobilier qui sont plutôt élevés et une concentration démographique importante. Donc là, pour le coup, on est sur des rivalités importantes autour d'un certain nombre de biens. L'autre point qui me semble intéressant, c'est que ces communs urbains, ça fait référence à des biens publics ou des biens privés. Ça peut être aussi des infrastructures privées, des friches. Ça peut être des biens immatériels. Mais au-delà de la diversité de la nature de la ressource, c'est aussi la façon de gérer cette ressource qui est également multiforme. C'est-à-dire qu'au cœur des communs urbains, on va retrouver des communautés hétérogènes, avec des limites souvent plutôt floues. Ça peut évoluer aussi, ces communautés hétérogènes. Et donc on va retrouver des communautés d'habitants, on peut retrouver des collectifs d'architectes urbanistes, on peut retrouver des acteurs privés ou encore institutionnels. Donc on voit bien qu'on a en fait une diversité d'acteurs et d'intérêts potentiellement divergents qui peuvent à un moment donné aussi assurer la gestion de ces communs urbains, ce qui nous pose aussi pas mal de questions sur les formes de coopération possibles entre ces acteurs. Et puis troisième point qui me semble vraiment intéressant, donc la mise en perspective historique, le fait de rendre compte de toute la complexité de l'objet des communs urbains. Le troisième intérêt, c'est l'intérêt vraiment méthodologique. Donc ça, vous l'avez dit directement, mais il y a vraiment dans ce rapport on retrouve les catégories, notamment d'Elinor Ostrom, dont vous avez parlé juste avant. Mais il y a vraiment cette attention à essayer de classifier finalement les formes de communs urbains qu'on va pouvoir identifier. En tout cas, à proposer une grille d'analyse, une matrice notamment, qui me semble extrêmement intéressante pour aussi commencer à y voir un peu plus clair dans ces communs urbains. Donc je ne détaille pas là-dessus parce que vous l'avez présenté juste avant, mais il y a des choses, je trouve, assez intéressantes sur cette matrice, sur une entrée qui, notamment, nous parle de cette situation initiale rencontrée par le constructeur ou l'aménageur, qui peut être multiple. Vous l'avez bien expliqué, entre le commun existant qui peut être non institutionnalisé, un commun qui peut être inexistant, mais par contre, on va avoir à un moment donné la présence de ressources et d'une communauté. Donc ça, déjà, des situations différenciées. Et puis de l'autre côté, tout ce qui va concerner donc les ressources, les types de communautés d'usagers, les règles formalisées entre les différentes parties prenantes. Donc ça, c'est des outils en fait assez intéressants, je pense, pour des bailleurs, des aménageurs, pour à un moment donné y voir plus clair sur comment se situe finalement le commun urbain que je peux observer, que je souhaite accompagner, développer par rapport à cette grille d'analyse. Donc voilà pour les apports. Donc on voit, ce rapport en tout cas est utile et extrêmement pertinent, je pense. Alors après, je ne sais pas si j'enchaîne, mais je pense que... Après cette validation, merci. Validation, rapport labellisé, validé. Yes. Mais, donc félicitations. En tout cas, c'est utile, c'est certain et c'est pertinent. Donc il n'y a pas de souci là-dessus et c'est plus que nécessaire. Merci à tous les participants du lab. Merci à vous. Alors malheureusement, je suis désolé, je ne suis pas sûr que ce rapport, en fait, il réussisse à dépasser vraiment les dilemmes que posent les communs urbains aux politiques territoriales ou aux politiques urbaines. Et ça, c'est tout à fait normal parce que ces dilemmes, ils sont multiples, ils sont complexes et à mon avis très difficilement dépassables. Donc je vais essayer de poser ces 3-4 dilemmes qui me semblent en tout cas
essentiels à avoir en tête avant de vraiment s'engager sur la question des communs urbains. En tout cas, à penser une politique publique qui pourrait être associée à ces communs urbains, au-delà de situations purement d'expérimentation isolée. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de politique publique. Alors, premier dilemme, c'est justement le dilemme qu'on va retrouver souvent, mais entre l'expérimentation et l'institutionnalisation. Et là, il y a de nombreuses questions qui se posent à chaque fois qu'on est face à un commun urbain. C'est-à-dire, de se dire, est-ce que ces communs urbains, ils se réduisent à la production d'expérimentation urbaine isolée, éphémère, ou est-ce qu'ils ont vocation à transformer les régimes dominants de la fabrique et de la gouvernance urbaine? À chaque fois, vous allez être dans ce dilemme. C'est-à-dire que, parce qu'on est là juste à faire des micro-expérimentations, on tente, on essaye, on bricole un peu. Dans le pire des cas, on fait juste du marketing politique, hein, ça peut aussi, ou institutionnel. Ou est-ce que, fondamentalement, ce qu'on questionne là, c'est vraiment la transformation des régimes dominants de production et de gouvernance urbaine? Là, personne n'a la réponse à cette question. En tout cas, c'est un dilemme qui se pose. Est-ce qu'à travers ces communs urbains, c'est de produire des résultats à court terme, à travers, encore une fois, l'organisation de micro-expérimentations, alors qui peuvent permettre, par exemple, des fois, d'optimiser un espace urbain vacant? Ça peut être extrêmement intéressant, ces formes-là. Voilà. Ou est-ce qu'on va encore plus loin, et c'est effectivement la transformation de ces grandes politiques d'aménagement? La question aussi qu'on peut poser, c'est qu'est-ce qui se passe suite aux expérimentations? C'est quoi la pérennité de ces approches urbaines fondées sur les communs? J'ai observé pas mal de communs urbains, que ce soit en France ou par ailleurs. Et ça arrive relativement souvent que ces communs urbains se terminent une fois que les subventions publiques ou privées liées aux expérimentations s'achèvent. C'est-à-dire que toute la question de la pérennisation, de la gestion à long terme de ces communs urbains est insuffisamment posée, ou en tout cas travaillée. Donc ça, je pense que c'est un dilemme important. On peut aussi vraiment se poser la question, c'est que est-ce que ces communs urbains, ils ont vocation à dépasser une échelle purement micro? Est-ce qu'ils peuvent être raisonnablement, en tout cas s'envisager à une échelle supérieure, que ce soit une échelle métropolitaine? Parce qu'on pourrait imaginer des politiques métropolitaines liées aux communs urbains. Il y a quelques exemples, Bologne, Madrid, quelques villes qui ont commencé à réfléchir là-dessus. Ou est-ce qu'on peut imaginer des politiques régionales, des politiques nationales liées au déploiement de ces communs urbains? Donc beaucoup de questions sur justement cette tension entre expérimentation et institutionnalisation. Il y a bien d'autres questions, mais je ne peux pas tout détailler de ce point de vue-là. Moi, à mon avis, ce dilemme, en tout cas, il invite à s'interroger sur la capacité des communs urbains à répondre dans la durée aux besoins qui ont motivé en fait leur émergence et à participer au renouvellement des politiques urbaines. Alors même que, quelque part, la fragilité de ces communs urbains est assez évidente. C'est-à-dire que souvent, on va se rendre compte que les modèles économiques sont précaires, que les dynamiques collectives sont fragiles, que les accompagnements institutionnels sont souvent insuffisants. Et surtout, les coûts humains et économiques induits par les dynamiques de coopération sont particulièrement nombreux. Donc on peut légitimement s'interroger, c'est-à-dire que la lourdeur des dispositifs de coopération, est-ce qu'elle ne risque pas de prendre le pas sur le projet des communs eux-mêmes et leurs enjeux? Sans oublier que le décalage entre les promesses initialement formulées autour des communs, sont souvent en décalage avec la réalité des actions engagées. Et ça peut produire un certain nombre de frustrations au sein de la population locale, ce qu'on voit très souvent, et puis au sein des parties prenantes qui travaillent sur ces communs urbains. Donc mon idée, ce n'est pas du tout là de dézinguer les communs urbains, c'est de prendre, et je pense qu'il est fondamental de prendre la mesure de toute la complexité que ça peut induire, de tous les coûts induits par justement la mise en œuvre de communs urbains dans les projets d'aménagement. Il y a un deuxième dilemme qui concerne la place des citoyens dans les expériences liées aux communs urbains. En fait, est-ce que ces approches fondées sur les communs urbains, est-ce qu'elles visent à construire vraiment des citoyens autonomes, donc en capacité à agir sur, on va dire, le code source de la fabrique urbaine, donc sur la co-conception, la coproduction, la co-gestion, voire l'autogestion, ou même la co-évaluation, pour aller jusqu'au bout du processus? Ou, dans le pire des cas, est-ce que c'est finalement quelque part une vision un peu instrumentale des citoyens, en se disant on a des usagers, bêta-testeurs, contributeurs d'expériences urbaines alternatives qui vont venir compenser les défaillances du marché ou des politiques publiques dans la conduite de missions de services publics traditionnels.
Donc ça, il y a beaucoup de critiques, beaucoup de questionnements, en tout cas de ce point de vue. Et je pense qu'il est fondamental, en tout cas, d'avoir, encore une fois, c'est un dilemme, c'est une question essentielle, mais de clarifier les promesses, et notamment vis-à-vis du statut des citoyens dans ces opérations de commun urbain. Parce que les frustrations, les externalités négatives induites par ce flou peuvent être problématiques. Il y a un troisième dilemme, c'est le rapport entre économie marchande et non marchande. Et là aussi, en fait, vous avez des questions qui sont assez nombreuses par rapport à ces communs urbains. Quelle option de politique publique privilégier entre une volonté de penser, d'agir sur les communs, en ouvrant des ressources et des espaces partagés et gratuits, et de l'autre, la nécessité d'identifier des modèles économiques pour la conception, la construction et ensuite la gestion de ces communs urbains. Il y a une tension là, qui se joue, on voit bien un dilemme en tout cas important. Et donc, comment est-ce qu'on pense, on agit sur les communs urbains tout en identifiant des modèles économiques pérennes? Sur ce dilemme, il y a une question encore un peu plus complexe. Et ça va, je ne suis pas en train de vous assommer. C'est bon? Et je suis un grand fan des communs urbains, je tiens à le préciser. C'est pour ça que je préfère poser toutes ces questions. Il y a une question encore plus complexe, c'est comment est-ce qu'on estime monétairement des biens, des produits et des services urbains, culturels, économiques ou environnementaux, qu'on va retrouver dans ces communs, qui sont développés en fait sur le mode de la coopération. Comment est-ce qu'on valorise économiquement des biens dont les caractéristiques d'indivisibilité, de non-rivalité, de non-excluabilité les rend semblables à des biens publics? Comment est-ce qu'on crée une forme de marchandisation de ces biens? C'est une vraie question. C'est un dilemme, en tout cas, qui peut être dépassé, peut-être, mais pour l'instant, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Et puis, dernier dilemme, qui est finalement le dilemme entre le social et le culturel, ou le sociétal et le culturel. C'est-à-dire que, socialement, on va comprendre assez rapidement l'enjeu des communs urbains, notamment au regard des problèmes de transition écologique, de raréfaction des ressources. On voit bien qu'il y a un enjeu sociétal majeur. Simplement, comment est-ce qu'on concilie cet enjeu sociétal des communs urbains, que tout le monde comprend, et le désir de la majorité des ménages français de posséder une maison individuelle avec jardin? C'est à peu près 60% des Français qui sont dans cette perspective-là. Donc comment est-ce qu'on concilie le sociétal et le culturel? Comment on dépasse la culture de la propriété individuelle? Comment on dépasse une vision de l'économie fondée sur un égoïsme institutionnalisé? Il y a une culture de l'économie qui est fondée sur cette vision-là. Et une question, comment on construit, on développe les communs dans les dispositifs donc, démonstrateurs de la ville durable, quand aucun des termes du début de cette phrase n'est compréhensible par ceux qui sont censés en bénéficier. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un langage technocratique, je suis confus, et j'en fais vraiment partie complètement de ce langage-là, mais qui est juste inaudible. Quand j'essaye de parler des communs, on peut en parler avec ma famille, enfin voilà, mais quand on rentre dans des formes plus techniques, c'est juste totalement inaudible. Donc au-delà en fait d'un rapport culturel à la propriété, et notamment une culture française très, 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 très forte de ce point de vue, quand on est en Espagne c'est un peu différent pour ce que je connais en tout cas, comment on fait pour dépasser ces problématiques culturelles? En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que je pense qu'aucune politique publique fondée sur les communs urbains pourra raisonnablement s'envisager sans une transformation culturelle profonde de notre rapport à la propriété, de notre rapport à l'économie, de notre rapport au territoire et à nos manières de les habiter. Et en fait, là, on a vraiment un travail de transformation des valeurs, des représentations, des imaginaires, de co-construction de nouveaux récits de territoire. Alors qu'on a été totalement structuré dans un peu parce que Bouba Olga, un économiste, il parle de la mythologie CAM, en disant qu'il faut absolument se désintoxiquer de la CAM pour faire avancer nos territoires. Et la CAM, pour lui, c'est compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence. Et on voit tout de suite que ça dissonne avec l'enjeu des communs urbains. Donc à mon avis, au-delà de ce que je vous dis, une politique des communs urbains, eh bien, pour qu'elle soit vraiment acceptable et efficace, il y a un travail fondamentalement culturel à faire et à réécrire collectivement justement des valeurs de ce qui peut faire à un moment donné commun sur des territoires. Alors au-delà de ces 4 dilemmes qui peuvent paraître quelque peu théoriques et difficilement dépassables, encore une fois, c'est pas du tout mon intention de dézinguer les communs, mais plutôt de pointer des futurs axes de travail qui me semblent essentiels, en tout cas à clarifier ou à débattre collectivement. Je pense que la solution passera moins par le fait de penser les communs, dans ce sens, penser les communs d'un énième, en tout cas, ouvrage théorique sur la question des communs. Il y a beaucoup de choses qui ont été publiées sur la question, mais plutôt de pratiquer ces communs. En fait, il y a une vraie urgence, et c'est pour ça que le rapport est en tout cas une première pierre, je pense, intéressante à l'édifice. Il y a une vraie urgence à outiller les communs urbains
et de les faire atterrir dans la réalité des opérations d'aménagement. Et de ce point de vue, ce rapport est extrêmement précieux. Donc en fait, il y a clairement une nouvelle ingénierie de l'action urbaine à imaginer. Et je pense que cette ingénierie, avec des méthodes, des outils, des nouveaux acteurs, eh bien, est en réalité autrement plus complexe que l'ingénierie urbaine qu'on a pu connaître jusque-là, avec des politiques publiques planificatrices, avec des systèmes de décision verticales, avec tout ce qu'on a pu connaître et apprendre dans les écoles d'urbanisme. Je pense qu'on a une nouvelle ingénierie à imaginer et que ça va être long et complexe, mais qu'elle est absolument fondamentale. Merci beaucoup.